Donc nous voilà dans la 10e et dernière séquence pour la présentation de cette étude de cas de 1972, où nous allons arriver à la conclusion en revenant sur la boucle d'optimisation et en proposant une solution aux expérimentateurs qui cherchaient à formuler un détergent, ou du moins s'intéresser à la stabilité de la formulation au travers de deux indicateurs, la viscosité et l'indicateur ClearPoint, qui est mesuré par le retour à la limpidité après décongélation d'un mélange ternaire, mélange d'eau, d'alcool et d'urée. Alors, revenons à la boucle de la formulation. Nous avons choisi des constituants, nous les avons mélangés, caractérisés, et on a fait tourner cette boucle au bout d'un moment à partir d'un modèle avec l'espoir d'avoir un modèle le plus descriptif et le plus prédictif possible. Alors, on a vu que pour la viscosité, plusieurs solutions existaient, soit en utilisant des transformations de Box-Cox, soit en restreignant le domaine expérimental. Et c'est un peu l'apport lorsqu'on revisite cette publication. Et puis, malheureusement, pour la réponse ClearPoint, il n'y avait pas de solution envisageable facilement pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, on va reprendre ici ce qu'ont fait les auteurs dans l'optimisation, à savoir, utilisons les modèles de degré 4, qui sont 100% prédictifs, pardon, 100% descriptifs, puisqu'ils passent intégralement par les points expérimentaux. Il y a 15 points expérimentaux, mais il est impossible de calculer, à défaut d'autres expériences, leur qualité prédictive. Alors, on avait vu dans la séquence précédente, consacrée aux aspects graphiques, qu'il était possible, dans le cas des mélanges à 3 constituants, de dessiner dans le plan des partitions du domaine expérimental où, d'après le modèle, la réponse arrive à satisfaire les exigences. Dans le diagramme de gauche, la viscosité doit être comprise entre 180 et 200 centipoises, et dans le diagramme de droite, l'indicateur ClearPoint doit être plus petit que 5 degrés Celsius. Et qu'est-ce qui nous vient spontanément à l'idée? Eh bien, c'est de superposer les deux graphiques pour voir s'il existe une intersection qui permettrait de dire que l'on arrive à satisfaire les deux indicateurs simultanément. Alors voilà ce qui a été fait. Pour chacun des points de ce fameux maillage numérique, vous voyez que les réseaux simplex lattice de Scheffé, ça sert non seulement dans un contexte expérimental, mais ça peut avoir des utilisations dans un espace purement mathématique, ce qui est le cas ici. Et donc pour chacun des 5151 nœuds de maillage que vous voyez définis à l'écran, j'ai calculé la valeur de la réponse Y1, par exemple la viscosité, Y2, ClearPoint, et suivant que ces réponses arrivent ou non à satisfaire les exigences, je les ai coloriées de différentes façons avec ici 3 niveaux de couleurs. Premier niveau de couleur, aucune des deux réponses n'est satisfaite. Deuxième niveau de couleur en bleu, une des deux réponses est satisfaite. Vous voyez plutôt sur la gauche du diagramme, dans une bande mince, vous reconnaissez la zone où la viscosité a des valeurs comprises entre 180 et 200 centipoises, et plutôt à droite, une zone plus importante où l'indicateur ClearPoint a des valeurs plus petites que 5 degrés. Et puis, vous voyez apparaître tout à fait en bas, c'est tellement petit que je l'ai entouré pour attirer votre attention, dans cette zone, lorsque vous superposez les deux modèles, donc les deux représentations graphiques, les deux réponses sont satisfaites. Et vous voyez que finalement, faire de l'optimisation, c'est souvent chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, que peut-on proposer comme perspective lorsque on arrive là? C'est d'aller vérifier que dans cette zone-là, effectivement, on arrive à satisfaire les deux réponses. Mais va-t-on faire une expérience ou plusieurs? On peut peut-être réutiliser ce que l'on a déjà fait en se disant on va réutiliser les sommets d'un simplex qui contient la zone où j'ai entière satisfaction. Et ici, en tant qu'expérimentateur, je repartirai volontiers des 3 sommets qui sont reliés maintenant par un trait noir, et je viendrai remailler ce domaine expérimental par des expériences complémentaires pour essayer peut-être d'affiner les choses. Et également une autre solution, alors que à titre personnel je préférerais,
c'est d'utiliser ces 6 sommets qui ont ces 6 mélanges qui ont déjà été réalisés. Vous remarquez qu'ils forment finalement un réseau simplex de degré 2, et donc à partir des 6 valeurs que l'on pourrait déjà isoler, on pourrait faire un modèle de degré 2, alors avec l'inconvénient c'est d'être 100% descriptif, puisqu'il consommerait toute l'information disponible. Il faudrait rajouter quelques expériences complémentaires dans ce domaine pour espérer, à l'aide de modèles de degré 2, bien mieux modéliser la réponse et peut-être avoir une zone un peu plus grande ou un peu plus précise de ce sous-domaine où, d'après les modèles, les 2 réponses seraient satisfaites intégralement. Voilà quelles sont les perspectives que l'on peut proposer. C'est pour ça que lorsque on dispose d'un budget expérimental, il est important de dépenser des essais pour la construction des modèles. Ici, les expérimentateurs ont réalisé 15 mélanges distincts, mais garder toujours quelques subsides pour faire des essais de validation et argumenter toujours le choix des essais de validation en fonction de l'analyse des résultats. Voilà. Alors, on va faire un récapitulatif global de ce que nous avons appris dans cette étude. Lorsque vous êtes confronté à un problème d'optimisation, en plan d'expérience, en formulation, mettez toujours en balance 2 stratégies. Une stratégie directe qui consiste à avancer pas à pas avec la méthode dite du simplex, et puis une méthode indirecte qui consiste à définir à l'avance par exemple 15 mélanges, à partir de ces 15 mélanges chercher le meilleur modèle et ensuite exploiter ce modèle pour converger vers l'optimum. À vous de voir qu'est-ce qui est le plus confortable à mettre en œuvre en fonction de vos solutions, enfin de vos problèmes et de vos situations industrielles. Qu'a-t-on appris également dans cette étude de cas? On a appris à mettre en œuvre un réseau de Scheffé, proposé en 1958. C'est un réseau qui présente la particularité géométrique d'offrir aux expérimentateurs un maillage très régulier et très uniforme, dont le nombre d'expériences suscitées par le réseau correspond exactement au nombre de coefficients d'un polynôme de degré 4 quand on choisit un maillage m égale 4, de degré 3 quand on choisit un maillage m égale 3, de degré 2 quand on choisit un maillage m égale 2. On a vu que l'exploitation de l'analyse des résultats, lorsque on observe des variations significatives, peut être restituée avec des formes canoniques de modèles polynomiaux. La forme canonique de degré 4 n'était pas incluse dans les travaux de Scheffé en 1958. On a vu la référence à plusieurs reprises dans cette présentation. C'est Gorman et Hinman qui l'ont complété en donnant des formules analytiques d'analyse en 1962. Et il m'a paru intéressant de vous présenter cette publication parce que souvent on s'arrête à des modèles de degré 2 ou des modèles de degré 3. On a vu que ce pragmatisme des réseaux de Scheffé permettait, à une époque où les moyennes de calcul étaient ce qu'ils étaient, souvent la règle à calcul, le papier, le crayon et la gomme, permettait d'estimer quand même la valeur des coefficients du modèle, y compris de degré 4, avec des formules analytiques. Donc vous voyez ici un rappel en tout petit sous forme d'image. Et puis, alors on a rajouté des choses par rapport à la publication de base. On s'est dit que lorsqu'on a des variations plutôt monotones de la réponse, mais que ces variations sont telles que les formes canoniques des modèles polynomiaux ne permettent pas de les restituer parfaitement, en particulier d'un point de vue prédictif, on peut user et abuser de transformations. On avait suggéré spontanément une transformation logarithmique, mais on a vu qu'on pouvait un peu guider l'utilisateur vers la meilleure ou les meilleures transformations en utilisant des transformations de Box-Cox. Et donc on avait vu ici qu'une transformation en 1 sur y ou 1 sur racine carrée de y était très intéressante puisqu'elle nous permettait de conserver un modèle de degré 2, d'avoir suffisamment d'expérience pour tester le manque d'adéquation du modèle et qu'après tout, on avait une qualité prédictive supérieure dans chacun des 2 cas à 90%. On a vu enfin que
les formes canoniques des modèles polynomiaux, en particulier quand on a trois constituants, permettent, alors soit de façon manuelle avec du papier millimétré, du papier triangulaire, de construire soit avec une solution informatique adaptée, permettent de représenter les courbes isoréponses, et ce genre de graphique que vous voyez à l'écran est très utilisé lorsque vous devez communiquer les résultats d'une étude, mais attention, ce type de graphique n'est possible qu'en présence de trois constituants, puisque au-delà de trois constituants, vous allez travailler dans des espaces qu'il sera impossible de représenter en représentation plane. Donc par voie de conséquence, on a vu également l'utilisation de la trace de la surface de réponse, qui permet de mieux apprécier les variations quand on est en présence d'un nombre plus important de constituants. Mais ce genre de graphique est aujourd'hui alors à la fois disponible dans les logiciels et pas si compliqué que ça, comme on l'a expliqué, à réaliser avec un tableur informatique, et va permettre d'isoler là où les zones, ici je n'ai représenté qu'une réponse, là où les zones qui peuvent présenter un intérêt pour les expérimentateurs. Et donc c'était la restitution graphique et le principe de construction et d'analyse des courbes isoréponses. Voilà. Donc j'espère que cette étude de cas consacrée au réseau de Sheffer de 1958, les réseaux de type Simplex Lattice Design, aura permis d'illustrer de façon détaillée les notes de cours que nous avons déjà diffusées sous forme de deux séquences, et vous donnera l'envie d'utiliser ces réseaux. Alors, pour la petite histoire, vous découvrirez, ou vous avez découvert, que Henri Sheffer avait été amené à proposer des solutions alternatives, toujours lorsqu'on est en présence de Simplex, et avait proposé en 1963, le même Henri Sheffer, une méthode qui s'appelle Simplex Centroid Design, qui va disposer les expériences un peu différemment et qui va associer une forme particulière de modèles qu'on appelle les modèles synergiques. Ça fait l'objet de deux séquences de cours, ça fait l'objet d'autres présentations d'études de cas, et quand on est expérimentateur, eh bien, il faut choisir l'une ou l'autre de ces deux approches. Historiquement, les gens ont commencé avec les réseaux de type simplex lattice, qui permettent d'aller jusqu'au polynôme de degré 4, c'est ce que vous avez vu ici. On trouve des exemples dans la littérature, mais la tendance va un peu à la simplification, en utilisant de plus en plus aujourd'hui des réseaux simplex centroïdes, mais nous les présenterons dans d'autres études de cas, et encore une fois, il n'y a pas une stratégie unique, c'est à vous de choisir celle qui est la plus adaptée à votre milieu, à votre environnement industriel, et aussi à la maîtrise des outils d'analyse dont vous disposez. Voilà. Merci encore pour votre attention. Juste avant de conclure, il faut remercier quelqu'un que vous ne voyez pas, qui est derrière la caméra, et donc de temps en temps il faut lui dire merci, parce qu'il écoute avec patience et il monte en direct les films que vous découvrez ensuite par la suite. C'est Jean-Philippe, donc merci à toi, et puis merci à vous de votre attention, et à bientôt dans une autre étude de cas.